Et dans un premier temps, nous allons parler, si j'arrive à afficher, voilà, les voies de la sensibilité. Et sur le titre du cours, vous avez plusieurs voies de la sensibilité. Le titre est un peu complexe. Il vous parle de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Il vous parle de la sensibilité discriminative et proprioceptive consciente. Et il vous parle de la sensibilité nociceptive. Il est bien évident que ce cours se réfère à une classification des sensibilités. Mais tout d'abord, que nous apportent les sensibilités? Jusqu'à présent dans le cours, nous avions vu que des systèmes effecteurs, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait agi sur notre corps. Il est bien évident que le corps doit percevoir son environnement, et il va percevoir son environnement grâce aux sensibilités. Et vous avez donc plusieurs types de sensibilités. Vous avez la sensibilité tactile, vous avez la sensibilité douloureuse, vous avez la sensibilité de vos articulations et de vos muscles. Mais vous avez aussi une façon de percevoir l'environnement grâce à votre vue, grâce à vos oreilles, donc à une perception auditive de l'environnement, mais aussi grâce au goût ou à l'olfaction. Il est bien évident que dans ce cours, on ne parlera pas de ces sensibilités qui sont en fait des organes sensoriels et qui seront faits à part. Nous ne parlerons que de la sensibilité somatique du corps. Alors, si on regarde la classification des sensibilités de Sherrington, eh bien, vous voyez qu'il en existe trois types. Une sensibilité qu'on appelle extéroceptive, et cette sensibilité va vous informer sur ce qui est vraiment en périphérie. C'est ce qui correspond en embryologie à la sensibilité qui correspond donc à l'ectoderme. Et vous allez avoir à l'intérieur de cette sensibilité extéroceptive trois types de sensibilité. L'un que l'on va appeler le tact épicritique. C'est un tact très fin, différencié. Vous allez exactement savoir ce que vous allez toucher. Et on parlera de sensibilité extéroceptive épicritique. La deuxième sensibilité, à l'intérieur des sensibilités extéroceptives, c'est le tact protopathique. C'est un tact grossier. Vous savez que vous touchez quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr que vous allez le reconnaître en quelque sorte. C'est donc une sensibilité extéroceptive protopathique. La troisième sensibilité extéroceptive, venant donc de l'ectoderme, de la couche la plus superficielle du corps, qui s'appelle aussi la sensibilité à la température et à la douleur, eh bien, comme son nom l'indique, cela va vous informer sur la température et sur des perceptions nociceptives, sur des perceptions douloureuses. Et on parlera alors de sensibilité extéroceptive, toujours, et nociceptive. Alors vous voyez, ici vous avez déjà trois mots pour parler douleur. Vous avez le terme douleur, sensibilité à la douleur, vous avez le terme algésie et vous avez le terme nociceptif. Donc trois termes qui vont en fait englober la même chose et qui correspondra à la perception douloureuse que vous aurez des différentes parties de votre corps. Donc premier type de sensibilité, sensibilité extéroceptive, sensibilité de l'ectoderme, et on oppose cette sensibilité extéroceptive à un autre type de sensibilité qui est la sensibilité proprioceptive. La proprioception, c'est la perception des muscles, des articulations, des os. Cela relève d'une couche, le mésoderme. Et là, vous allez avoir deux types de sensibilité proprioceptive. L'une va s'appeler la sensibilité proprioceptive consciente, et elle va vous permettre de connaître la position de vos membres dans l'espace, de savoir où vous êtes,
et va jouer donc un rôle important dans l'équilibration. Elle est consciente. Alors d'emblée, on va anticiper un petit peu. Pourquoi emploie-t-on ce terme, consciente? Est-ce que les autres sensibilités ne sont pas conscientes? Vous savez, en général, quand vous avez mal, et donc c'est une sensibilité consciente. Eh bien, on oppose la sensibilité consciente à la sensibilité inconsciente par le fait que la sensibilité consciente va atteindre le cortex cérébral. Toutes les sensibilités extéroceptives seront conscientes et vont atteindre le cortex cérébral, et la sensibilité proprioceptive consciente atteindra le cortex cérébral. Et on l'oppose donc à la sensibilité proprioceptive inconsciente, qui, elle, n'atteindrait pas le cortex cérébral, mais va atteindre le cortex cérébelleux. Ce seront des voies qui atteindront le cervelet et qui va renseigner le système nerveux sur le tonus musculaire. Donc dans cette classification, deux oppositions, la sensibilité extéroceptive, la sensibilité proprioceptive, la sensibilité consciente qui atteint le cortex cérébral, la sensibilité inconsciente qui va atteindre le cervelet. Enfin, il existe un troisième type de sensibilité dans la classification des sensibilités de Sherrington, c'est la sensibilité interoceptive, c'est-à-dire de l'endoderme, c'est-à-dire des viscères. Et là, nous en parlerons peu ou pas, mais il faut retenir qu'elle existe et bien sûr, elle vous informe sur notamment de phénomènes douloureux qui surviendraient au niveau des viscères. Tous ces types de sensibilités vont emprunter des voies et ces voies sont l'objet de ce cours. Donc nous allons retrouver les voies du tact épicritique, nous allons retrouver les voies de la sensibilité proprioceptive consciente, et puis d'autre part, nous allons retrouver les voies du tact protopathique et de la thermoalgésie qui vont emprunter des voies identiques. Donc on va avoir à l'intérieur de cette classification d'autres subdivisions. Donc la première chose que nous allons faire pour l'éliminer d'emblée, c'est les sensibilités proprioceptives inconscientes. En d'autres termes, nous allons finir les voies du cervelet. Alors, si on passe sur le tableau, les voies de la sensibilité inconsciente, ce sont les voies spino-cérébelleuses. Donc, voie spino-cérébelleuse. Ces voies spino-cérébelleuses, comme le nom l'indique, vont naître dans la moelle. Et il va y en avoir plusieurs. Vous savez aussi déjà qu'elles appartiennent au paléocérébellum. Et on va en fait opposer deux types de voies. Le premier type de voie, ce sera les voies spino-cérébelleuses ventrales. Et pour ça, aujourd'hui, nous allons dessiner des moelles et des coupes axiales de moelles, ce qui fera une révision. Donc nous allons commencer par une moelle lombaire. Au niveau de la moelle lombaire, vous savez qu'il existe une corne postérieure de la moelle, une corne antérieure qui est assez volumineuse puisqu'il va y avoir un plexus lombosacré. Et nous allons être obligés de faire cette moelle des deux côtés. Cette substance grise de la moelle qui est centrale est entourée de substances blanches, d'un cordon postérieur, d'un cordon latéral et d'un cordon antérieur, les cordons antérieurs étant séparés par une fissure antérieure profonde. Comme je vous l'ai dit, nous devons la dessiner des deux côtés. Nous savons aussi que
les fibres, arrivent par la racine postérieure de la moelle. Et nous savons qu'il y a différents types de fibres qui arrivent dans la corne postérieure de la moelle et la racine postérieure de la moelle. Toutes ces fibres ont leur corps cellulaire dans le ganglion spinal. Nous avions vu que nous avions des fibres qui arrivaient dans la moelle et qui allaient emprunter le cordon postérieur. Et on va les revoir dans un instant. Mais ces fibres vont donner aussi d'autres fibres, des collatérales, qui vont aller juste à la jonction de la corne postérieure et de la corne antérieure et venir faire synapse dans des neurones situés à cette jonction, ces neurones s'appelant des cellules bordantes. À partir de là, ces cellules vont avoir un axone qui vont croiser la ligne médiane et monter dans une zone du cordon latéral de la moelle, contralatéral, de l'autre côté de l'origine des fibres, et former un faisceau qui sera un faisceau spino-cérébelleux ventral. Toutes ces fibres, et je vous l'ai dit tout à l'heure, arrivent à un niveau qui est le niveau lombaire. Ceci est une moelle lombaire. Et ces fibres d'origine lombaire vont monter dans ce faisceau spino-cérébelleux ventral, dans le cordon latéral de la moelle, jusqu'à une zone que nous reverrons dans un instant. Ces fibres vont donner des informations venant du membre inférieur. Au niveau cervical, vous allez avoir quelque chose de similaire. Alors je fais la ligne médiane ici. Au niveau cervical, vous laissez de l'espace entre les deux dessins. Vous allez avoir une moelle cervicale. Quelle est la différence de la moelle cervicale avec la moelle lombaire? Eh bien, on sait qu'il existe une corne postérieure. On sait qu'il y a une très volumineuse corne antérieure. Là aussi, je vais être obligée de la faire de l'autre côté. Donc, une corne postérieure qui est la substance grise contralatérale et une corne antérieure très volumineuse. La substance blanche entoure la substance grise. Au niveau cervical, nous avons un cordon postérieur, mais ce cordon postérieur est divisé en deux parties, nous l'avons vu. Et puis nous avons un cordon latéral et enfin une fissure antérieure avec un cordon antérieur. Au niveau cervical, nous allons avoir une racine qui est elle aussi postérieure, qui va voir arriver une fibre sensitive, qui va pouvoir monter dans le cordon postérieur, on le reverra dans un instant, mais qui va donner aussi une fibre et même circuit au niveau de la jonction de la corne postérieure et de la corne antérieure. Il va rentrer en synapse avec une cellule bordante et cette cellule bordante va donner un axone
et qui va rejoindre le faisceau spino-cérébelleux qui venait de la moelle lombaire et qui va porter le nom de faisceau spino-cérébelleux. Donc faisceau, spino toujours, cérébelleux, rostral, mais c'est l'équivalent du faisceau spino-cérébelleux ventral. Donc premier type de fibre spino-cérébelleuse qui monte dans la moelle et vous voyez qu'elle monte dans le cordon latéral de la moelle, dans la partie ventrale du cordon latéral de la moelle et le plus latéralement possible. Au milieu, nous avons la moelle thoracique. Et au milieu, nous avons la moelle thoracique et nous allons devoir la dessiner car elle va voir l'origine d'autres fibres spino-cérébelleuses. Alors cette fois, on va faire une moelle thoracique unilatérale. Donc nous avons une racine, une corne postérieure, toujours la même. Nous savons qu'au niveau thoracique, nous avons une corne latérale. Et en avant, nous avons une toute petite corne antérieure. Au niveau thoracique, nous avons toujours un cordon postérieur, nous avons toujours un cordon latéral et nous avons toujours une fissure antérieure avec un cordon antérieur. Les fibres qui vont venir en fait de la moelle la plus inférieure et qui montent dans le cordon postérieur, certaines de ces fibres, pas toutes, vont venir s'arrêter dans un énorme noyau qu'on appelle le noyau thoracique. Énorme, j'exagère peut-être, mais un noyau thoracique de la moelle. Donc voici un noyau thoracique situé ici dans la substance intermédiaire de la moelle qui va faire toute. Donc je vais le faire en voilà comme ça. Le noyau thoracique de la moelle. Et certaines de ces fibres cheminant dans le cordon postérieur, sur leur trajet, vont s'arrêter dans le cordon thoracique. Les autres poursuivant leur cheminement dans le cordon postérieur. De ce noyau thoracique va naître alors d'autres fibres, les fibres spino-cérébelleuses. Et cette fois, ce seront des fibres spino-cérébelleuses dorsales. Car elles vont venir se placer dans le cordon latéral à la partie plus postérieure que le faisceau spino-cérébelleux ventral, en arrière du faisceau spino-cérébelleux ventral, mais leur particularité, c'est de rester du même côté de la moelle. Leur projection, leur origine à partir du noyau thoracique sera homolatérale. L'équivalent au niveau cervical de ce faisceau, parce que vous voyez très bien que ce sont des fibres qui viennent du membre inférieur, de la partie inférieure du corps, l'équivalent sera un faisceau qu'on appelle le faisceau cunéo-cérébelleux. Alors je ne vais pas vous le dessiner. Donc pour résumer, les fibres spino-cérébelleuses qui vont être inconscientes, qui vont arriver au cervelet, vont naître dans la moelle et en fait on va décrire deux contingents de fibres. Le premier contingent de fibres vont venir essentiellement du membre inférieur et du membre supérieur.
elles vont naître au niveau de la moelle lombaire, vont faire relais dans les cellules bordantes et vont croiser la ligne médiane et former le faisceau spino-cérébelleux ventral. L'équivalent au niveau cervical correspondra au faisceau spino-cérébelleux rostral. Le deuxième contingent de fibres spino-cérébelleuses sont originaires, bien sûr, de fibres vous informant de la périphérie et cheminant dans la racine dorsale. Elles vont d'abord avoir un cheminement dans le cordon postérieur de la moelle. Elles vont monter au niveau de la moelle thoracique. Elles vont alors s'arrêter. Elles seront homolatérales. Elles vont rester homolatérales. Elles vont s'arrêter dans un noyau qui est le noyau thoracique, dit de Clark. Là, elles vont repartir, après synapse, une autre cellule va donner un faisceau qui prendra le nom de faisceau spino-cérébelleux dorsal et qui va cheminer dans le cordon latéral de la moelle, juste en arrière, juste dorsalement, au faisceau précédent. Elles vont monter. L'équivalent au niveau cervical sera le faisceau cunéo-cérébelleux. Alors maintenant, où ces fibres vont-elles? Eh bien, pour faire un rappel du cervelet, je fais rapidement vous faire une vue du tronc cérébral. Je vais la faire en coupe, mais en fait, ça sera une fausse coupe. Donc, on sait qu'à l'arrière, eh bien, nous avons, à l'arrière du mésencéphale, nous avons les colliculus supérieurs et inférieurs. Et puis, nous savons qu'en arrière, eh bien, nous avons le cervelet. Et ce cervelet, nous avons appris que si on le coupe sur une partie sagittale, eh bien, nous passerons au niveau du vermis. En fait, ce que je vais marquer sur cette vue, qui est vue moyennement en coupe et en parasagittale, je vais marquer en jaune, ici, le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc en jaune, je vous marque le pédoncule cérébelleux inférieur. Et en vert, en fait, j'aurais dû faire le contraire. Donc je fais en vert le pédoncule cérébelleux inférieur et en jaune le pédoncule cérébelleux supérieur. En dessous, on va marquer un élément ou deux de la moelle, vue en coupe. On va marquer une moelle lombaire et on va marquer une moelle thoracique. On sait qu'à l'intérieur de la substance blanche du cervelet, eh bien, nous avons les noyaux gris centraux. Alors, on va s'intéresser aux fibres venant de la moelle thoracique. Donc, on va s'intéresser aux fibres venant ici du noyau thoracique Que se passe-t-il? On sait que ces fibres vont donner le faisceau spino-cérébelleux dorsal et vont donner le faisceau cunéo-cérébelleux. Eh bien, ces fibres vont monter, vont entrer par le pédoncule cérébelleux inférieur, vont cheminer en allant au-dessus des noyaux gris centraux et sur leur passage vont donner des informations au paléo-cérébellum. Nous avions dit hier grossièrement que le paléo-cérébellum était constitué du lobe antérieur, en fait il est un peu plus grand que le lobe antérieur, et était constitué
du pyramis et de la partie hémisphérique adjacente qui est le lobule gracile. Donc je vais faire deux projections. D'une part, la projection au niveau du pyramis et du lobule gracile, et une projection plus antérieure, et je vais dire globalement que c'est le lobe antérieur. Mais je vous rappelle que c'est plus grand, la projection est plus grande, ne s'arrête pas simplement au lobe antérieur. Mais pour la commodité, je vais faire ça. Donc, nous avons vu la naissance du faisceau spino-cérébelleux dorsal. Je vous rappelle que les fibres venant de la moelle lombaire vont s'arrêter, vont cheminer dans le cordon postérieur, vont s'arrêter au niveau de la moelle thoracique. Elles vont faire synapse dans le noyau thoracique. Elles vont alors donner naissance à un second, à un faisceau qui sera le faisceau spino-cérébelleux dorsal. Il cheminera dans le cordon latéral de la moelle, dans la partie dorsale de ce cordon latéral de la moelle. Son équivalent au niveau cervical sera le faisceau cunéo-cérébelleux. Eh bien, nous avons bien le noyau thoracique et ce faisceau spino-cérébelleux dorsal. On pourrait mettre en fait l'adjonction au niveau bulbaire du faisceau cunéo-cérébelleux. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au deuxième faisceau? On avait vu qu'il y avait des fibres qui arrivaient, qui allaient dans la moelle lombaire, qui croisaient, qui faisaient synapse avec la cellule bordante, qui ensuite croisaient la ligne médiane, cheminaient. Sur son trajet, va recevoir le faisceau équivalent qui est le faisceau spino-cérébelleux rostral. Et la particularité de ce faisceau, il va monter, traverser le tronc cérébral et pénétrer par le pédoncule cérébelleux supérieur avant de redescendre et de se distribuer dans les mêmes parties, le paléocérébellum. Donc en fait, ces deux faisceaux ont un trajet différent dans leur cheminement dans la moelle et le tronc cérébral. Et ils vont surtout, au lieu de pénétrer tous les deux par le pédoncule cérébelleux inférieur, ce qui serait logique, l'un d'entre eux va avoir un trajet aberrant. C'est le faisceau spino-cérébelleux ventral, avec son équivalent cervical, le faisceau spino-cérébelleux rostral. Il va monter plus haut et pénétrer à contre-courant dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur. Alors maintenant, si vous reprenez votre cours d'hier, eh bien vous savez que dans le pédoncule cérébelleux supérieur, vous allez avoir la sortie des noyaux gris du cervelet. Ces noyaux gris du cervelet vont venir au niveau du noyau rouge, qui se situerait à peu près ici dans le mésencéphale, et qu'à partir de là, le noyau rouge allait émettre un faisceau, le faisceau rubrospinal. Donc le circuit que nous avons vu hier naissant du noyau rouge, eh bien vous en voyez l'origine de ce circuit avec les faisceaux spino-cérébelleux. Donc je répète, les faisceaux spino-cérébelleux naissent de la moelle, il y en a deux. L'un va pénétrer dans le pédoncule cérébelleux inférieur, l'autre va pénétrer par le pédoncule cérébelleux supérieur, mais ils vont tous deux se terminer dans le paléocérébellum, lobe antérieur, pyramis et gracile. Et la sortie de l'information venant du cervelet sortira par les noyaux gris centraux, et ça nous l'avons vu hier. Nous savons que l'efférence principale passe par le pédoncule cérébelleux supérieur, va percuter littéralement le noyau rouge, et au moment où il passe au niveau du noyau rouge, va informer le noyau rouge et va donner un faisceau rubrospinal qui va se projeter au niveau de la moelle. Donc vous avez bien un circuit fermé qu'on pourrait appeler du paléocérébellum.
D'accord? Donc nous avons parlé, si on reprend ici notre classification, nous avons parlé uniquement de la sensibilité proprioceptive inconsciente, qui va nous informer sur le tonus musculaire, et qui sont ces premiers faisceaux qui arrivent au cortex cérébelleux. Maintenant, nous allons nous intéresser à la sensibilité extéroceptive épicritique et à la sensibilité proprioceptive consciente. Et là, nous allons monter jusqu'au cortex cérébral. Donc, deuxième faisceau, les faisceaux de la sensibilité consciente. Et là, il va falloir d'emblée faire un petit schéma. Ce petit schéma va nous résumer ce qui se passe au niveau de ces fibres de la sensibilité consciente. Alors, on va monter de bas en haut, puisqu'on va rejoindre l'encéphale. En périphérie, vous avez, et vous verrez sûrement, ce que l'on appelle des récepteurs. Ces récepteurs vous informent sur votre environnement. Il y en a de très nombreux types. Il y a des récepteurs cutanés, mais il y a aussi, bien sûr, des récepteurs tendineux et des récepteurs musculaires. Par exemple, le fuseau neuromusculaire. Ce récepteur va activer une fibre nerveuse qu'on appelle le premier neurone de la sensibilité. Cette fibre nerveuse, ce protoneurone de la sensibilité, va avoir son corps cellulaire situé dans le ganglion spinal. Et de là, ce protoneurone va devoir se projeter dans des structures nerveuses. Il va se projeter au niveau de la moelle. Donc, il va monter et il va s'arrêter au niveau de la moelle. Mais il va s'arrêter non seulement au niveau de la moelle spinale, mais au niveau aussi de la moelle allongée. Donc, deux types de projections, spinale ou allongée. Ça, c'est le protoneurone. Le deuxième neurone de la sensibilité, c'est-à-dire le deutoneurone, va naître au niveau de la moelle. On va changer de couleur. Faire en orange. Il a son corps cellulaire au niveau de la moelle spinale ou de la moelle allongée. Il va avoir comme particularité de croiser la ligne médiane. Et il va monter jusqu'à un noyau qui s'appelle le thalamus. Là, il va s'arrêter. Et ça, c'est donc N2. Deuxième neurone, deutoneurone. Arrivé dans le thalamus, va naître un troisième neurone. Et ce troisième neurone va aller se projeter sur le cortex. Et cette fois, le cortex cérébral. Toutes les sensibilités conscientes auront ce modèle à 3 neurones. Bien sûr, avec des exceptions. Mais globalement, vous pourrez toujours retrouver ce modèle à 3 neurones. Donc, un récepteur, plus ou moins individualisé, un premier neurone, le protoneurone, qui a son corps cellulaire dans le ganglion spinal, qui s'arrête au niveau de la moelle, mais ça sera la moelle spinale ou la moelle allongée. Ensuite, de la moelle spinale ou allongée, naît un second neurone, le deutoneurone. Il croise la ligne médiane.
Et il arrivera au thalamus. Du thalamus, il y a un neurone terminal, le troisième neurone, qui ira jusqu'au cortex cérébral. Ceci nous amène à parler du thalamus. Le thalamus, on a vu que c'était un noyau au niveau du diencéphale. Et qu'au niveau de ce noyau, c'était un volumineux noyau, ovoïde. Si on fait une vue supérieure du thalamus, il est ovoïde d'ailleurs dans tous les sens. Si vous le coupez, il sera toujours ovoïde. Mais si vous voyez le thalamus par une vue supérieure, vous allez vous apercevoir que ce thalamus est coupé par une lame qu'on appelle la lame médulaire interne. Donc une lame médulaire interne, et que cette lame médulaire interne va nous permettre de différencier plusieurs groupes de noyaux. Il y a un groupe antérieur, il y a un groupe postérieur, mais le postérieur porte un nom, il s'appellera le pulvinar. Et il y aura un groupe médial et un groupe latéral. Alors, il existe de nombreuses classifications des noyaux à l'intérieur du thalamus. Pourtant, il y en a un certain nombre qu'il faut absolument connaître. Si vous regardez le thalamus ici par une vue latérale, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez toujours retrouver sa forme ovoïde. Je vais le couper sur sa partie médiane ici. Et puis je vais le reprendre à la partie postérieure du thalamus. Je sais, je viens de dire qu'il y a une lame médulaire. Je sais que cette lame médulaire en avant va individualiser le noyau antérieur. Cette lame médulaire va se continuer en arrière et va se trouver dans la profondeur ici de la coupe, va s'élargir dans la profondeur de la coupe. Et puis, vous la retrouveriez en arrière, différenciant le pulvinar. Donc, on va le marquer comme ceci. Dans la partie antérieure de mon tableau, ici, j'aurai la partie latérale. Pour mieux la mettre en évidence, c'est celle qui nous intéressera le plus. Donc on a bien le noyau antérieur, on a bien le noyau postérieur. Ici, nous aurions le noyau médian, qui en l'occurrence s'appelle le dorsomédian. Mais la particularité, c'est aussi d'avoir des noyaux à l'intérieur de la lame médulaire. Et ce seront donc les noyaux intralaminaires. Donc ici, on a bien du dorsomédian, ici, on a toujours du dorsomédian, ici, on a du dorsomédian. À l'intérieur de la lame, des noyaux intralaminaires. Et dans la partie latérale, qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver les noyaux latéraux. Ces noyaux latéraux, on peut les différencier en deux types de noyaux latéraux. Des latéraux que je dirais dorsaux et postérieurs, ils ne vont pas beaucoup nous intéresser, et surtout des latéraux ventraux. Et là, les latéraux ventraux, on en a déjà vu quelques-uns.
On va avoir un ventral antérieur, un ventral latéral, et c'est le ventral latéral que l'on a déjà évoqué. Et puis en arrière, on va en avoir un qui va s'appeler ventral postéro-latéral. Et c'est celui qui va nous intéresser le plus. Le ventral postéro-latéral, c'est celui qui nous intéresse le plus, car il va recevoir ces fameuses fibres de la sensibilité consciente. Donc ici, quand je vous ai mis thalamus, en fait, ceci est faux. Ça sera le noyau ventral postéro-latéral. Et ça sera le noyau ventral postéro-latéral quand il s'agira du corps. Et il s'appellera ventral postéro-médial quand il correspondra à la face. Donc, deux noyaux aujourd'hui importants. Je vais les mettre en violet. Le noyau ventral postérieur et latéral. Et à l'intérieur, littéralement, de ce noyau ventral postérieur et latéral, une sous-division qui va s'appeler le noyau ventral postéro-médial. L'un correspondra à la projection sensitive des fibres du corps humain. L'autre partie, le ventral postéro-médial, correspondra à la projection de la face. Donc, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Ce qui est important de se souvenir, c'est que le thalamus est subdivisé en plusieurs sous-noyaux, que ces sous-noyaux sont fonctionnellement différents, qu'il va y avoir un noyau antérieur que l'on verra avec le lobe limbique, que la partie postérieure du thalamus s'appelle le pulvinar, et ça vous le retrouverez dans les livres, et qu'ensuite on divise le thalamus en deux parties, des noyaux médiaux et des noyaux latéraux. Le dorso-médial, on le verra peut-être avec le lobe limbique, mais les noyaux latéraux, ceux qui nous intéressent le plus, ce sont, aujourd'hui au moins, le noyau ventral postéro-latéral qui va recevoir toutes les fibres sensitives qui vont aller jusqu'au cortex. C'est un relais avant d'arriver au cortex. Et il va recevoir ce noyau ventral postéro-latéral, les fibres du corps. Il y a un équivalent pour la face, et cet équivalent pour la face s'appellera le noyau ventral postéro-médial. Ventral postéro-médial. Maintenant, à l'intérieur de cette lame médulaire qui divise le noyau en plusieurs parties, vous allez retrouver des noyaux, et ces noyaux vont s'appeler les noyaux intralaminaires. D'accord? Alors on reprend. On était aux voies de la sensibilité consciente, et on va commencer au niveau de ces voies de la sensibilité consciente par ce que je vous avais dit tout à l'heure, le tact épicritique et la sensibilité proprioceptive consciente. Ces deux types de sensibilité vont passer par un système et par un faisceau qu'on va appeler le système lemniscal. Ces fibres vont en effet informer le corps, le système lemniscal. Donc le premier système s'appellera le système lemniscal.
Les fibres de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente vont cheminer au niveau de la moelle dans les cordons postérieurs. Donc, voici la ligne médiane. Et en bas, je vais vous redessiner une moelle. On dira que c'est une moelle cervicale. La moelle cervicale a comme particularité d'avoir un cordon postérieur divisé en deux. Un cordon latéral volumineux, un cordon antérieur avec une fissure antérieure. Et je vais couper ma moelle à ce niveau. Les fibres de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente vont pénétrer par la racine postérieure. Leurs premiers neurones ont bien sûr leur corps cellulaire dans le ganglion spinal. Ce sont des fibres de gros calibre et elles vont venir former le cordon postérieur. Nous savons qu'il existe à l'intérieur du cordon postérieur deux parties. Une partie qu'on appelle le faisceau cunéiforme et une partie qu'on appelle le faisceau gracile. Donc à l'intérieur du cordon postérieur, deux faisceaux, un faisceau gracile qui est interne, médial, et qui a une somatotopie puisqu'il va véhiculer les fibres du membre inférieur. Et en dehors, un faisceau cunéiforme qui lui est donc latéral et qui va véhiculer des informations du membre supérieur. Entre les deux, bien sûr, vous aurez l'information de la partie du tronc. Donc, en dedans, le faisceau gracile, en dehors, le faisceau cunéiforme. Dans le cordon postérieur, je répète, les sensibilités sont les sensibilités épicritiques et proprioceptives conscientes. Épicritique, c'est un tact fin. Vous allez reconnaître, grâce à cette sensibilité épicritique, ce que vous allez toucher. Et la sensibilité proprioceptive consciente va vous permettre de positionner vos membres dans l'espace. Vous avez conscience que votre bras ou votre jambe est à tel ou tel endroit. Donc, sensibilité épicritique et proprioceptive consciente. C'est à peu près tout le résumé de ce qui se passe au niveau de la moelle. Ensuite, ces fibres vont monter et vont monter jusqu'au tronc cérébral. Et si vous vous souvenez, dans le tronc cérébral, on les avait marquées, car au niveau du tronc cérébral, on avait dit qu'il y avait deux noyaux qu'on appelait les noyaux des faisceaux graciles et cunéiformes. Et ces deux noyaux, donc voici le noyau gracile, voici le noyau cunéiforme, et à la partie basse de la moelle allongée, c'est-à-dire du bulbe, ce protoneurone que nous avons mis en place dans la moelle vont monter et vont s'arrêter dans ces noyaux. Donc,
le cordon postérieur qui véhicule des informations épicritiques et proprioceptives conscientes vont cheminer jusqu'à la partie basse du bulbe, c'est-à-dire la moelle allongée. Et là, les fibres que contient ce cordon postérieur vont s'arrêter et vont faire relais dans les noyaux qui portent le même nom que ces faisceaux, noyau du faisceau gracile et noyau du faisceau cunéiforme. Et là, vont donner une information et vont faire naître le deutoneurone de la sensibilité. Ce deutoneurone naît donc des faisceaux graciles et cunéiformes. Il a comme particularité de croiser la ligne médiane, ce deutoneurone, et il va former un ensemble de voies qu'on va appeler le lemniscus médian. Donc le deutoneurone va former, je vais le mettre là, lemniscus médian. Le deutoneurone de la sensibilité épicritique et de la sensibilité proprioceptive consciente croise la ligne médiane dans la moelle allongée, croise la ligne médiane au niveau du bulbe et va donner naissance à un faisceau, le lemniscus médian. Il croise la ligne médiane. De là, le lemniscus médian va remonter. Et il va remonter, et on va le voir traverser les différentes parties du tronc cérébral. Donc, où va-t-il se placer? Eh bien, il va se placer, j'ai déplacé un peu ma ligne médiane, au niveau de la partie haute du bulbe. Vous savez qu'au niveau du bulbe, si on redessine un bulbe, vous avez ici le 4e ventricule. Vous allez avoir la saillie de l'olive bulbaire, de l'olive inférieure que l'on a vue hier, avec ses olives accessoires. Et en avant, on a vu qu'il y avait la partie de la pyramide bulbaire avec le faisceau pyramidal qui descendait. Eh bien, ce lemniscus médian va se situer juste en arrière, ici, de la pyramide bulbaire. Il va cheminer donc dans le bulbe, juste en arrière du faisceau corticospinal, et il va monter progressivement. Alors si on finit un peu ce dessin, vous savez qu'au niveau du bulbe, eh bien, vous avez des noyaux moteurs, le noyau moteur par exemple du 12, et ce noyau moteur sortira comme ceci, le nerf hypoglosse sortira en dedans de l'olive bulbaire. Et vous pourriez dessiner tous les faisceaux que l'on a évoqués précédemment et les mettre et les plaquer à l'intérieur d'une vue en coupe des différentes parties du tronc cérébral. Alors je ne vais pas tous les faire, je vous marquerai simplement un certain nombre de détails qu'on a déjà évoqués. Au niveau du pont, où va-t-il se situer? Nous savons qu'au niveau du pont, ce lemniscus médian va être un petit peu plus postérieur. Donc voici une coupe du pont. Nous savons qu'en arrière, vous avez toujours le 4e ventricule. Voici. Nous avons ici le pédoncule cérébelleux. Nous avons vu hier, voici la ligne médiane. Nous avons vu hier que les noyaux du pont situés tout en avant allaient dissocier les fibres du faisceau cortico-spinal et les fibres venant du cortex cérébral. Eh bien, ce lemniscus médian se situera en arrière des noyaux du pont, encore sur la ligne médiane, mais on a l'impression qu'il s'étale légèrement en arrière. Je vais vous l'entourer. Oups, j'ai dû me tromper de couleur. Donc, je le mets en mauve,
comme je l'avais fait précédemment, en arrière, ici. Ce sont des fibres sensitives, c'est du lemniscus médian. Je vous rappelle que ce sont les fibres de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente. Au niveau des pédoncules cérébraux, eh bien, je vais le faire en dehors, hein. Il sera toujours du même côté, bien sûr, il ne croisera plus. Vous savez que les pédoncules cérébraux, ou le mésencéphale, a un aqueduc du cerveau, a un colliculus, ce sera le supérieur ici, a un pédoncule très volumineux et un espace interpédonculaire, que le pédoncule cérébral se caractérise par deux structures propres très importantes, la substance noire et le noyau rouge. Et ces deux structures vont donc séparer les faisceaux qui montent ou qui descendent. Nous avons vu hier que les faisceaux corticospinaux se trouvaient dans la partie à proprement parler pédonculaire, que le faisceau corticospinal se trouvait ici à l'intérieur des pédoncules. Notre lemniscus médian, lui, va légèrement se latéraliser. Il va se situer en dehors ici du noyau rouge. Il va devenir un peu plus postérieur et va se latéraliser de façon à se situer en dehors du noyau rouge. Ensuite, ce lemniscus médian va aller rejoindre le noyau ventral postérolatéral du thalamus. Donc il va monter. Et si l'on refait une coupe frontale de l'encéphale, eh bien vous allez retrouver ici le thalamus. Voici la ligne médiane. Au-dessus du thalamus, nous avons toujours le noyau codé. Nous avons toujours le corps calleux. Nous allons marquer l'arrivée ici des pédoncules cérébrales. On va couper notre coupe frontale au milieu. En dehors, nous savons que nous avons le noyau lenticulaire avec ses trois parties, pallidum et putamen. Et puis, la disposition du cortex cérébral. On marquera toujours le gyrus singulaire. Et là, comme hier, on va décider que la coupe passe par la pariétale ascendante, de telle sorte que nous allons faire une pariétale ascendante lysencéphale. Et puis, on finit avec le lobe temporal. Le lemniscus médian arrive, va se terminer dans un noyau latéral du thalamus, le noyau ventral postérolatéral. Il va donc s'arrêter dans ce noyau, faire le relais et donner naissance au troisième neurone de la sensibilité, le neurone qui va du thalamus au cortex cérébral et qui va se projeter sur le gyrus post-central, sur le gyrus qu'on appelle aussi pariétal ascendant, donc gyrus post-central, qui est l'aire somesthésique primaire, l'aire
de projection des fibres sensitives primaires. Au niveau de ce gyrus, vous avez la même chose qu'au niveau du gyrus moteur primaire. Vous allez avoir une représentation du corps humain. Et cette représentation du corps humain va se faire de telle sorte que sur la partie médiale, vous allez retrouver le membre inférieur. À la partie supérieure, vous aurez le tronc. Puis vous aurez le membre supérieur, la main et la face. Donc une somatotopie similaire à l'homonculus moteur de la circonvolution motrice primaire. D'ailleurs, ces deux circonvolutions, je vous le rappelle, on le reverra dans un instant, sont situées de part et d'autre du sillon central. La sensibilité est en arrière du sillon central, alors que la partie motrice est en avant du sillon central. Mais dans les deux cas, vous allez avoir une représentation du corps humain de telle sorte que sur la face interne du cerveau, vous retrouverez le membre inférieur, que vous aurez une hypertrophie de la représentation de la main sur la face externe et qu'en dessous de la représentation de la main, sur la face externe toujours, vous aurez la représentation de la face. Donc on reprend ce système. C'est le système de la sensibilité épicritique et de la sensibilité proprioceptive consciente. C'est un système à 3 neurones. En périphérie, vous êtes informé par un récepteur. Vous allez avoir un premier neurone qu'on appelle le protoneurone de la sensibilité. Ce protoneurone a toujours son corps cellulaire dans le ganglion spinal. Dans notre système lemniscal, ce protoneurone va se projeter sur la moelle allongée. Puis le deutoneurone va partir de la moelle allongée pour aller dans le noyau ventral postérolatéral du thalamus. Et enfin, le troisième neurone ira jusqu'au gyrus pariétal ascendant ou gyrus postcentral. Maintenant, si on prend en détail ce faisceau, vous allez avoir les fibres de la sensibilité qui arrivent de la périphérie. Je vous rappelle que ces fibres sont de gros calibre. Elles ne vont pas s'arrêter dans la moelle, elles vont cheminer dans les cordons postérieurs. Et dans son cordon postérieur, vous avez déjà une représentation du corps humain. Vous allez avoir la différenciation de deux faisceaux, un faisceau interne, le faisceau gracile, et un faisceau latéral, périphérique, externe, le faisceau cunéiforme. Ces deux faisceaux qui constituent le cordon postérieur va monter au niveau du bulbe de la moelle allongée. Il va décusser après avoir fait relais dans les noyaux du même nom. Noyau du faisceau gracile, noyau du faisceau cunéiforme. Ils croisent la ligne médiane et en croisant la ligne médiane, ils vont changer de nom et porter le nom de lemniscus médian. C'est donc le système lemniscal. Ce sont des fibres qui passent par le lemniscus médian. Ensuite, le lemniscus médian va traverser les différents étages du tronc cérébral. Il se situera juste en arrière de la voie pyramidale. Ils vont se latéraliser pour se positionner en dehors du noyau rouge. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont arriver dans le thalamus. Et arrivant dans le thalamus, ils vont se projeter sur un noyau en particulier. C'est le noyau ventral postéro-latéral du thalamus. L'équivalent de ce noyau pour la face, pour les fibres de la face, sera le noyau ventral postéro-médiane. De là, il va partir un troisième neurone, le deutoneurone de la sensibilité, et le neurone terminal, le troisième neurone de la sensibilité consciente, et qui va aller se projeter sur le gyrus post-central
et qui va se projeter selon une somatotopie extrêmement précise, le membre inférieur étant situé en dedans, le tronc à la partie toute supérieure, puis le membre supérieur, la main ayant une énorme représentation comme au niveau de l'homonculus moteur, et en dessous de la main, sur la face latérale, la face. Fibre de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente. Alors maintenant, eh bien, il nous reste les fibres de la sensibilité. On ne peut pas arrêter la... On finira plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons vu que nous avions fait la sensibilité proprioceptive inconsciente, selon les premières voies. Nous avons fait les fibres de la sensibilité du tact épicritique, sensibilité extéroceptive épicritique, et de la sensibilité proprioceptive consciente. Et nous avons vu que ces deux voies passaient par un même système, le système lemniscal, le lemniscus médian. Il nous reste à faire ces différents types de sensibilité. Le tact protopathique, ou sensibilité extéroceptive protopathique, et la thermoalgésie, ou sensibilité à la température et à la douleur, ou sensibilité extéroceptive nociceptive. Alors, comment nous allons procéder ? Ces fibres vont appartenir au système extra-lemniscal. Donc nous allons repartir de la moelle, bien sûr. Elle nous informe de notre environnement, elle nous informe sur un tact grossier, et elles vont nous informer aussi sur tout ce qui est douloureux et tout ce qui est en relation avec la chaleur ou le froid. Ces fibres vont arriver par la racine postérieure de la moelle. Et on va donc refaire une coupe de la moelle. Mais cette fois, nous allons être obligés de faire une coupe de la moelle des deux côtés de cette moelle. Donc, voici la corne postérieure de la moelle. Voici la corne antérieure de la moelle. Voici ici la partie médiane et le côté controlatéral. Nous savons que la substance grise de la moelle est entourée de substances blanches, que cette substance blanche forme le cordon postérieur en arrière, le cordon latéral latéralement, le cordon antérieur en avant. Et bien sûr, on marque la même chose de l'autre côté. Nous savons que dans la prolongation de la corne postérieure de la moelle, nous avons l'arrivée de la racine postérieure. Et nous savons que par cette racine postérieure arrivent toutes les fibres de la sensibilité. Jusqu'à présent, nous avions parlé de fibres de gros calibre. Des fibres A, myélinisées, et de gros calibre. Plus la fibre est myélinisée, plus la fibre est grosse, plus sa vitesse de construction est rapide. Les fibres de la sensibilité thermoalgésique, ce sont des fibres de plus petit calibre. Et il en existe deux types. Il va exister des fibres
A delta, donc c'est-à-dire des fibres myélinisées, mais de plus petit calibre que les précédentes, donc de petit calibre. Et il existe des fibres, que je vais faire en vert, voilà, des fibres qui sont amyéliniques et qui sont des fibres C. Normalement, si on est puriste, on doit dire que ces fibres de la sensibilité thermoalgésique, si elles sont conscientes, si on les perçoit, vont avoir un système à 3 neurones. Donc si on reprend notre tableau initial, notre schéma initial, ces fibres vont avoir un protoneurone en contact avec un récepteur. Les fibres de la sensibilité thermoalgésique n'ont pas de récepteur. La terminaison nerveuse correspond au récepteur. Il n'y a pas de récepteur différencié. Les fibres de la sensibilité thermoalgésique ont une terminaison libre et cette terminaison libre correspond au récepteur de la sensibilité thermique et de la sensibilité douloureuse. Donc, première différence. Ensuite, elles ont un protoneurone. Ce protoneurone va aller jusqu'à la moelle spinale. Et ils vont s'arrêter dans la moelle spinale. Et s'arrêtant dans la moelle spinale, ils vont croiser la ligne médiane. Le deutoneurone va croiser la ligne médiane à chaque niveau segmentaire. Donc à chaque niveau de la moelle. Ensuite, si on est puriste toujours, et si on a conscience de cette douleur, ou de cette chaleur, ou de ce froid, eh bien elles vont monter au niveau du thalamus. Et elles vont monter au niveau du thalamus dans le même noyau que les fibres précédentes. Si on a vraiment conscience de cette douleur, eh bien ça sera le noyau ventral postérolatéral. Et ensuite, ces fibres vont se projeter sur le cortex cérébral. Donc il existe une voie qui va, en dehors du fait que ce sont des terminaisons libres au lieu d'avoir un récepteur, qui va pouvoir se calquer sur le système précédent. Et c'est celui que l'on va mettre en place en tout premier. Donc ces fibres arrivent par la racine postérieure. Leur noyau est situé dans le ganglion rachidien. Elles vont s'arrêter quelque part dans la corne postérieure. De là va naître un deuxième neurone. Ce deuxième neurone va traverser la ligne médiane et va monter dans le cordon latéral dans un faisceau qui s'appelle le faisceau antérolatéral. En fait, dans ce faisceau antérolatéral, vous allez avoir plusieurs types de faisceaux. Celui que l'on va décrire en ce moment sera le faisceau qu'on appelle néo-spinothalamique. Ensuite, il va traverser le tronc cérébral. Donc, on va mettre les limites du tronc cérébral. Et on va mettre qu'un côté parce qu'il
Il n'y a qu'un côté qui nous intéresse. Et il va monter jusqu'au thalamus. Et il va monter ce néospinothalamique jusqu'au noyau ventral postéro-latéral du thalamus. Donc il va monter jusqu'à un noyau ventral postéro-latéral du thalamus. Donc on peut le faire tout simplement, cheminer, traverser le tronc cérébral et aller se terminer dans le noyau ventral postéro-latéral du thalamus. De là, il va donner un noyau, un neurone terminal. Il va partir du noyau ventral postéro-latéral et ce neurone, situé à l'intérieur de ce noyau, va aller se projeter sur ce gyrus post-central. Donc on va refaire une vue latérale de l'encéphale avec le sillon central, le lobe frontal en avant, le sillon intrapariétal et ici les sillons temporaux. Et ce neurone va aller se projeter, ce neurone terminal naissant du noyau ventral postérolatéral va se terminer dans ce gyrus post-central. Donc jusqu'à présent, c'est relativement facile. Vous avez un système très similaire au précédent. Donc je répète. Ce sont des fibres de petit calibre. Ce sont des fibres A delta ou C qui arrivent de la périphérie. Elles vont faire relais immédiatement dans la moelle, dans la corne postérieure de la moelle, quelque part dans la corne postérieure de la moelle. Elles vont ensuite donner naissance aux deutoneurones. Ce deutoneurone va traverser la ligne médiane. Il va traverser la ligne médiane à tous les segments médulaires. Il va ensuite aller cheminer ce faisceau dans le faisceau antérolatéral, c'est-à-dire dans le cordon latéral de la moelle. Mais nous n'allons parler pour l'instant que d'un seul de ces faisceaux qui sera le néospinothalamique. Ce néospinothalamique traverse le tronc cérébral et va aller se projeter dans le noyau ventral postérolatéral. De là, il va donner naissance à un troisième neurone, le neurone terminal, et ce neurone terminal va aller se projeter dans le gyrus post-central, le gyrus pariétal, qu'on appelle souvent pariétal ascendant, dans cette aire qu'on appelle aussi les aires 3, 1, 2 de Brodmann. Cela va nous permettre de différencier deux types de douleurs. Une douleur qui sera à type de piqûre, c'est-à-dire une douleur précise, bien localisée, dont vous allez avoir conscience, d'une autre douleur qui sera plus protopathique, plus diffuse, et qui, elle, va donner naissance à un autre faisceau, qu'on va appeler le faisceau paléo-spinothalamique. Et cet autre faisceau va avoir son origine, bien sûr, ce seront des fibres delta et C, bien sûr, ce sont des fibres qui arriveront par la racine postérieure de la moelle, bien sûr, ce sont des fibres qui feront relais dans la corne postérieure de la moelle, mais qui vont cheminer de façon indépendante du faisceau précédent.
et qui vont aller se terminer dans des noyaux qui seront les noyaux intralaminaires du thalamus. Donc il y a un autre faisceau des voies de la sensibilité douloureuse thermoalgésique qui va véhiculer des informations qui seront beaucoup plus grossières. On pourra dire que ces informations seront à type de brûlure, qui vont naître en périphérie, terminaison libre, qui vont avoir leur corps cellulaire dans le ganglion rachidien, qui sont des fibres à petit calibre, qui vont aussi faire relais dans la corne postérieure de la moelle, qui vont croiser la ligne médiane à tous les segments médulaires, qui vont monter contralatéralement, mais qui vont avoir un trajet différent dans le tronc cérébral et aller se projeter sur des noyaux différents au niveau du thalamus. Ces noyaux, je vous ai donné le nom, ce sont les noyaux intralaminaires du thalamus, de telle sorte que leur projection au niveau du cortex sera beaucoup plus diffuse, beaucoup plus large, et ce noyau va aller se projeter sur du cortex qu'on appelle du cortex associatif, c'est-à-dire du cortex beaucoup moins précis dans l'origine ou la terminaison des fibres qu'il reçoit, mais permettant en fait l'intégration de plusieurs informations. De telle sorte que la douleur peut diffuser et être beaucoup moins précise et beaucoup moins discriminative, et d'où ce type de douleur à type de brûlure. Donc, deuxième faisceau des voies douloureuses. Il en existe un troisième, assez similaire au paléospinothalamique, qui est un faisceau spino-réticulo-thalamique. Et la propriété de ce faisceau, c'est de en fait diffuser encore plus. Si vous vous souvenez, au niveau du tronc cérébral, vous avez de la réticulée, ces noyaux de la réticulée dont on parle toujours et dont on parle rarement de façon très précise, mais qui ont un rôle crucial et important dans le fonctionnement du système nerveux central. Eh bien, vous allez avoir des relais de ces fibres dans la réticulée. Et ceci sera un système polysynaptique. Donc on est très loin du système initial à 3 neurones. C'est un système polysynaptique. C'est souvent un système aussi qui va aller des deux côtés, qui va se bilatéraliser, et donc qui va entraîner une diffusion complète de l'information, et une diffusion complète, plus l'information est diffuse, moins elle sera précise. Et par conséquent, vous allez avoir des informations douloureuses ou thermiques dont vous ne connaîtrez pas en fait l'origine, vous ne savez pas d'où elles viendront, elles seront complètement diffuses. Donc, si l'on reprend ce système, le système de la sensibilité, ici, du tact protopathique, tact grossier, on l'appelle la sensibilité extéroceptive protopathique, mais aussi thermique et analgésique, qui est le système de la sensibilité extéroceptive nociceptive, va en fait être beaucoup plus complexe que le système précédent, que le système lemniscal, puisque l'on va trouver en fait 3 types de faisceaux qui vont véhiculer différents types, sous-types d'informations.
Le premier faisceau, c'est le faisceau néospinothalamique qui va véhiculer des informations à type de piqûre qui sont relativement discriminatifs, relativement précis, et qui va être un système de la sensibilité consciente à 3 neurones. Donc si je le répète, les informations arrivent par le protoneurone qui sont des fibres de petit calibre, font relais dans la corne postérieure de la moelle, croisent la ligne médiane, cheminent dans le tronc cérébral et arrivent au noyau ventral postéro-latéral du thalamus. Et de là, vont aller se projeter sur un cortex dont on connaît la représentation du corps humain. Donc vous saurez d'où vient l'information. Donc il se projette sur le gyrus post-central. À côté de ce système qui vous permet une information épicritique, précise, relativement précise, vous avez 2 autres systèmes qu'on appelle le paléospinothalamique et qu'on appelle le spino-réticulothalamique. Ces 2 systèmes sont beaucoup plus diffus et vont véhiculer des informations plutôt à type de brûlure, mais surtout qui vont diffuser dans tout le système nerveux. Ces fibres sont toujours de petit calibre, elles vont toujours arriver à la corne postérieure de la moelle, elles vont toujours traverser la ligne médiane, mais c'est dans leur trajet au niveau du tronc cérébral qu'elles vont avoir un cheminement différent et vont aller se projeter sur les noyaux intralaminaires du thalamus. Se projetant sur les noyaux intralaminaires du thalamus, ils vont avoir une projection corticale sur le cortex associatif beaucoup plus diffus. Le 3e faisceau, lui, va se projeter dans la réticulée du tronc cérébral et va avoir un trajet polysynaptique, souvent bilatéral, et terminé dans le thalamus et de façon encore plus diffuse au niveau du cortex cérébral. Alors il reste 2-3 petites choses à faire. La première chose à faire, c'est ce qui se passe au niveau de la corne postérieure de la moelle. Que se passe-t-il au niveau de la corne postérieure de la moelle? Eh bien, nous avions vu qu'au niveau de la corne postérieure de la moelle, il existait plusieurs types de couches. On avait vu qu'au niveau de la corne postérieure de la moelle, voilà une corne postérieure de la moelle, on avait vu qu'il existait 6 couches. Une première, deuxième, troisième, quatrième, une 5e et une 6e. Les fibres douloureuses, il en existe de 2 types. Il va y avoir des fibres douloureuses qui vont être spécifiquement douloureuses et d'autres qui ne vont pas être spécifiquement douloureuses. Vont se projeter essentiellement dans 2 couches, la première et la 5e. Donc les fibres vont venir se projeter sur la première couche et la 5e couche. Essentiellement la première couche et essentiellement la 5e couche. Et là, vous allez avoir 2 types de neurones. Le premier neurone dans la couche 1, qui va recevoir des informations cutanées, mais qui va recevoir aussi des informations musculaires, qui va recevoir des informations viscérales, va recevoir des informations relativement précises et nociceptives. Les informations qui vont arriver dans la couche 5 vont être des informations qui vont projeter sur des neurones qui vont s'appeler des cellules à convergence. Donc déjà, vous allez avoir une intégration d'informations aussi bien venant de la peau que des muscles
ou des viscères. Il va donc y avoir sur ces cellules à convergence énormément d'informations qui vont être véhiculées. Et ces cellules à convergence vont en définitive se tromper. Elles ne vont pas savoir d'où vient l'information. C'est ce qui explique les douleurs référées. Vous avez un infarctus du myocarde, mais l'infarctus du myocarde va se manifester par une striction au niveau du poignet du membre supérieur gauche. Eh bien, cette intégration des informations des douleurs référées vont se faire essentiellement au niveau des cellules à convergence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir, au niveau de ces cellules à convergence, une théorie qui est une théorie du portillon, de la porte, etc. Car en effet, les fibres à gros calibre que nous avons vues précédemment vont aller rejoindre les cordons postérieurs. Ça, ce sont des fibres à gros calibre. Sur leur passage, elles vont quand même moduler l'activité de la corne postérieure. Et elles vont donc se projeter sur la corne postérieure pour moduler cette activité. Donc il y a une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut être représentée par une cellule à convergence, comme ceci. Sur cette cellule à convergence, il va y avoir deux types d'arrivées. Une arrivée de fibres à gros calibre. Et ces fibres à gros calibre vont avoir comme particularité d'activer les cellules à convergence. Et puis on va avoir un autre type d'arrivée, ce sont des cellules, des neurones plus fins, des neurones de petit calibre, qui vont venir aussi activer ces cellules à convergence. Sur leur trajet, ces deux fibres vont informer un autre neurone. C'est un interneurone, c'est un neurone situé dans la couche, environ la couche 2, la substance gélatineuse. Voilà. Et la substance gélatineuse envoie des informations pour moduler l'activité des fibres qui se projettent sur les neurones à convergence. Et cette substance gélatineuse va avoir un effet négatif, va être inhibiteur, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les fibres de gros calibre, elles, vont bien sûr aller stimuler la substance gélatineuse. Les fibres de petit calibre vont bien sûr aller inhiber l'activité de la substance gélatineuse. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? En permanence, vous avez une activité des fibres de gros calibre. Les fibres de gros calibre, elles déchargent continuellement. Donc les fibres de gros calibre déchargeant, elles stimulent la substance gélatineuse, elles inhibent les fibres qui vont se projeter sur les cellules à convergence, et donc le signal ne passe pas. Deuxièmement, vous avez les fibres de petit calibre. Les fibres de petit calibre, eh bien, elles ont une stimulation qui est intermittente, tonique. Quand les fibres de petit calibre agissent, elles vont inhiber la substance gélatineuse, elles vont donc empêcher
l'inhibition au niveau de la transmission des influx nerveux sur la cellule de convergence, et l'influx douloureux va pouvoir passer. Donc, il y a deux types de possibilités de douleur. Il va y avoir des douleurs car il n'existera plus de fibres de gros calibre. Ce sont des douleurs de désafférentation. Et à ce moment-là, les fibres de petit calibre peuvent agir librement. Ou alors, il va y avoir une augmentation de la stimulation des fibres de petit calibre. Et dans ce cas-là, elles vont supplanter l'activité des fibres de gros calibre. Donc, une sera une douleur par désafférentation. Et l'autre sera une douleur par excès de nociception. Est-ce que cela a une conséquence pratique? Je vous rappelle que c'est une théorie, donc on peut la remettre en cause, mais est-ce que cela nous permet de comprendre un certain nombre de choses? Eh bien, quand vous vous faites mal, quel est votre premier réflexe? De frotter. Si vous vous frottez, vous activez vos fibres de gros calibre. Activant les fibres de gros calibre, vous empêchez le passage de l'activité douloureuse. Donc, première conséquence pratique, c'est l'activation des fibres de gros calibre. Si ces fibres de gros calibre marchent, si elles sont en bon état, elles vont empêcher l'activité douloureuse de passer. Elles vont calmer le processus douloureux. Deuxièmement, en clinique, quelle est la répercussion pratique? Eh bien, on peut stimuler ces fibres de gros calibre. Si on stimule ces fibres de gros calibre par une activité électrique de basse fréquence, qu'on appelle des TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose que ce que vous faites en vous frottant. Donc, vous avez la possibilité de poser des électrodes et de stimuler les fibres de gros calibre et d'empêcher la douleur de passer. Donc, c'est un autre moyen de possibilité de calmer les douleurs. C'est toutefois la théorie de la porte ou du portillon est valable. Mais dans la pratique clinique, ça marche assez bien. Par contre, quand il y a un excès de nociception, qu'est-ce que vous allez donner? Plutôt des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et vous allez essayer de calmer la douleur par excès de nociception. Alors, si on était bien, parce qu'on est très en avance sur le temps, on s'interrogerait un quart de demi-seconde sur ce qui se passe s'il y a des atteintes de la moelle. Alors, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une atteinte des cordons postérieurs. Est-ce que vous pouvez avoir une atteinte des cordons postérieurs? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une atteinte des cordons postérieurs? Dans tous les cas, vous allez avoir une conservation de la sensibilité thermoalgésique. Elle croise la ligne médiane, elle est loin des cordons postérieurs, et dans tous les cas, vous n'aurez aucun problème avec les fibres thermoalgésiques. Deuxièmement, vous allez donc avoir une atteinte de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente, et elle sera située, bien sûr, en dessous de la lésion, et du même côté, homolatéral. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous avez une interruption des voies au niveau de la partie centrale de la moelle, ça s'appelle une syringomyélie.
vous allez avoir dans ce cas une interruption des fibres de la sensibilité thermoalgésique. Mais cette sensibilité thermoalgésique, elle croise au niveau de la ligne médiane, mais elle est segmentaire. Donc vous ne l'aurez que dans une portion très limitée. En quelque sorte, si vous faites un cône ici médulaire, si vous interrompez la moelle sur la ligne médiane, vous allez avoir un trou, littéralement, dans la conduction des fibres thermoalgésiques à un niveau segmentaire donné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez une hémisection de moelle? Alors, vous imaginez que vous coupez la moitié de la moelle. Vous avez une moelle et la moitié de la moelle disparaît. Vous allez avoir une atteinte des cordons postérieurs, homolatéral, mais vous allez interrompre, c'est-à-dire dans les cordons postérieurs, donc ici, vous êtes bien d'accord, mais vous allez interrompre tous les faisceaux thermoalgésiques sous-jacents et contralatéraux. Donc à chaque fois que vous allez raisonner en termes de neurologie, il faut garder en tête tous les schémas des coupes de la moelle pour raisonner en fonction du trajet de ces fibres. En plus, vous aurez le faisceau corticospinal qui chemine dans le cordon latéral. Et si vous avez une interruption de ce faisceau corticospinal, vous aurez une paralysie et qui sera homolatérale. Alors maintenant, j'ai fini, c'est promis. Je vous invite à consulter toutes les présentations que j'ai mises sur le site, car non pas, vous avez des dessins pris dans des livres, mais non pas sur celui-là, mais sur le précédent, celui d'hier, vous allez retrouver un certain nombre d'exemples de questions d'examen avec les grilles de correction. Donc, je vous invite à regarder ces présentations qui sont celles de l'année dernière et de rechercher aussi la façon. Vous voyez, vous avez le schéma ici. Vous avez la classification des fibres. Vous avez des coupes. Il s'agit d'une coupe frontale. Hier, on me posait une question au sujet d'une coupe frontale. Vous devez différencier toutes les structures que vous allez retrouver. Par exemple, ici, vous voyez très bien la substance noire. Vous voyez très bien le troisième ventricule, les ventricules latéraux, le thalamus. Vous voyez très bien ici le noyau lenticulaire. Vous imaginez la capsule interne et le faisceau corticospinal descendant, décussant et allant rejoindre la moelle. Donc je vous invite à regarder ces présentations de façon à avoir une idée des questions qui vont sortir à l'examen. Merci.